souhaite la bienvenue. Mon nom est Jean-Sébastien Dion. Je suis coordonnateur de recherche pour le collectif de recherche sur la continuité des apprentissages en lecture et en écriture, le collectif CLÉ pour faire plus court. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir parmi nous Marie-Hélène Giguère, professeure à l'Université du Québec à Montréal. Elle a été enseignante de français au secondaire et conseillère pédagogique de français avant de devenir professeure au département d'éducation et formation spécialisée de l'UQAM. Elle s'intéresse à la didactique de la grammaire et de l'écriture, particulièrement à la syntaxe et à la ponctuation, de même qu'au développement professionnel du personnel enseignant et d'accompagnement, comme des conseillères et conseillers pédagogiques. Marie-Hélène est membre de l'Association internationale de la recherche en didactique du français, l'AIRDF, de l'équipe de recherche apprenant en difficulté et littératie, appelée l'ADEL, et du collectif CLÉ que nous sommes ici aujourd'hui. Alors, bienvenue à toutes et à tous. Merci Marie-Hélène d'être parmi nous. Je vous rappelle, avant de commencer, que nous sommes enregistrés. Alors, ça va être diffusé sur notre chaîne YouTube d'ici quelques jours. On ne diffusera pas la période de questions. Alors, libre à vous si vous voulez avoir votre caméra ouverte ou non pendant la conférence. Vous pourrez la rouvrir ensuite pendant la période de questions si vous êtes plus à l'aise à votre guise. Donc, on prévoit une trentaine de minutes environ, Marie-Hélène, pour la conférence, puis une quinzaine de minutes là, pour discuter à la toute fin. Ça vous va? Super. Alors, sans plus tarder, je te laisse la parole, Marie-Hélène. Merci beaucoup pour cette présentation. Bienvenue à tout le monde en cette heure de dîner, un vendredi 13. C'est ma fille qui m'a fait penser qu'on était une journée spéciale. Alors, je vais partager mon écran et j'espère que le tout va fonctionner correctement. Là, vous me faites signe si ça ne fonctionne pas bien. Donc, la présentation que je vais faire aujourd'hui concerne un projet de recherche, en fait, deux projets de recherche auxquels je collabore. Donc, on va parler d'une auto-formation numérique pour apprendre à enseigner la syntaxe et la ponctuation. Et je vais vous amener un peu dans les coulisses de ce projet-là. Donc, si vous voulez vraiment plus des données de recherche, ça sera pour une autre conférence. Ça me fera plaisir de vous fournir des références à ce moment-là. Donc, si j'essaie de changer ma diapositive, voilà, ça a bien changé, hein? Vous avez bien vu? Ça fonctionne? Excellent. Donc, le plan de l'atelier, c'est que je vais commencer par présenter une séquence didactique qu'on a élaborée pour enseigner la syntaxe et la ponctuation. Et ensuite, je vais vraiment plus m'attarder sur les enjeux de la conception de l'auto-formation. Donc, au tout départ des projets, on est en 2015-2016 environ et on constate que chez les élèves, la syntaxe et la ponctuation, c'est un critère qui est assez peu réussi ou en tout cas montre des résultats assez faibles dans les épreuves obligatoires au ministère. Donc, évidemment, on s'intéresse beaucoup à l'orthographe grammaticale, à l'orthographe lexicale, mais on a peu de prise sur l'enseignement de la syntaxe et de la ponctuation. Et là, je vais plaider la première coupable. Quand j'étais dans ma classe au secondaire et que je mettais une erreur de syntaxe, bien souvent dans les textes que je faisais, c'était mettre une vague ou dans la marge, puis là, je mettais S. Puis là, les élèves me disaient, mais c'est quoi l'erreur? Je disais, bien, ça se dit pas vraiment. Et je me rendais compte que j'avais pas de mots pour être capable d'expliquer le phénomène syntaxique. En tout cas, j'en avais pas toujours et je me sentais pas suffisamment outillée. Donc, même en cherchant, on se rend compte qu'il y a peu de propositions didactiques pour un enseignement vraiment intégré de la syntaxe et de la ponctuation qui va vraiment servir à l'écriture. Et outre ça, outre le fait qu'on a peu de matériel didactique, il y a aussi le fait que les enseignants se disent peu à l'aise avec le concept de phrase. Même dans les grammaires, c'est flou, c'est peu opératoire, il y a beaucoup de définitions, il y a beaucoup de mots qui parlent de phrases. Puis si on faisait un sondage ici, on n'aurait probablement pas les mêmes mots pour parler des phrases. Donc, ça rend le concept difficile à enseigner et en plus, on a peu d'outils. Selon plusieurs recherches, là, on voit que la formation initiale est insuffisante pour que les enseignants puissent vraiment discriminer une bonne activité d'une activité qui donne peut-être moins de résultats.
Quand on analyse les activités qui sont proposées, bien souvent, ça va être très cloisonné. On fait des exercices, puis après ça, on demande aux élèves d'appliquer ça dans des textes, mais il y a un passage qui n'est pas suffisant. Ça rend aussi un peu inefficace le fait que les élèves se rendent compte d'une certaine norme en lisant, mais on leur dit, par exemple, commence pas une phrase par « et ». Mais dans les livres, dans les romans qu'ils vont côtoyer, ils vont en trouver plein des phrases et des constructions comme celle-là. Donc, c'est comme si au lieu de recevoir un enseignement efficace, nuancé, les élèves vont retenir des notions qui sont peu fonctionnelles puis qui vont perdurer dans le temps. Donc, par exemple, on va parler de une idée, une phrase. On va dire aux élèves, quand tu fais une petite pause, tu vas mettre une virgule, mais quand ta pause est plus longue, tu vas mettre un point. Donc, ça fait en sorte qu'en écriture, on ne peut pas transférer ce genre de savoir-là de façon assurée. Alors, ça fait qu'il y a des erreurs dans les textes des élèves et c'est insuffisant pour qu'ils puissent s'améliorer consciemment. Au-delà de ça, on avait aussi le constat là, que par rapport au développement professionnel, qu'au bout de 5 années d'enseignement, on constate dans certaines études que les pratiques se figent. On finit par adopter quelque chose qui va perdurer dans notre pratique pendant longtemps, tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas une prise de conscience ou quelque chose qui nous semble efficace et accessible pour notre classe. Donc, c'est un peu le cas de l'enseignement de la syntaxe et de la ponctuation. Et en plus, si l'objet linguistique pose problème parce que je ne me sens pas tout à fait à l'aise de l'enseigner, il n'y a pas de réponse souvent qui est absolument sûre. Hein. Il reste un petit flou en syntaxe et en ponctuation. Donc, ça peut agir comme un filtre. Et si je suis inconfortable dans mon enseignement, bien, ça va ralentir mon processus de développement professionnel. Et évidemment, bien, vous n'êtes pas sans savoir non plus que actuellement, les conseillers, conseillères pédagogiques se consacrent beaucoup au personnel non détenteur de brevets dans les écoles, ce qui fait en sorte que le temps qui est accordé au développement professionnel ou à la formation ne respecte pas toujours les conditions efficaces du développement professionnel. Alors, tout ça, ça faisait en sorte qu'on avait envie de pousser plus loin dans notre équipe de recherche. Dans un premier temps, dans une première recherche, on a expérimenté dans une première année plusieurs activités pour enseigner la syntaxe et la ponctuation en s'appuyant sur la dictée zéro faute et la phrase dictée du jour. Donc, on s'est basé sur ces pratiques-là pour créer des activités avec des enseignants en classe. On est allé à plusieurs reprises dans plusieurs classes. Et l'année suivante, on a formalisé une séquence didactique que vous voyez à l'écran qui est constituée de 3 dispositifs. Et puis, on compte à peu près 20 activités dans l'année. Donc, pour nous, c'était très important que ce soit réaliste, là, que ça ne prenne pas la moitié du temps d'enseignement parce qu'on sait qu'on a aussi de la lecture à faire, de l'écriture, de la communication orale, etc. Alors, je vais décrire un peu chacune de ces activités-là. Puis, si vous désirez des résultats vraiment sur l'effet dans des textes d'élèves, on vient de faire paraître un article dans les cahiers de la QPF sur les résultats, donc ça pourrait vous intéresser. Donc, la première activité qu'on propose aux élèves, c'est vraiment une activité inductive. On veut les amener à identifier qu'est-ce qu'une phrase en manipulant des cartons. Alors, les élèves reçoivent une enveloppe dans laquelle il y a plusieurs cartons de couleurs et la première consigne, on leur dit, construis 2 phrases en utilisant seulement 2 cartons. Et là, on les laisse manipuler, on les laisse réfléchir en équipe, ils discutent ensemble. Et quand on fait le retour au tableau, nommez des phrases que vous avez construites, on constate qu'il y a toujours les mêmes constituants au tableau. C'est toujours les jaunes en premier, puis les oranges après. Et là, on se dit, bien, ça doit vouloir dire quelque chose. Et c'est là qu'on va être amené à nommer une phrase est obligatoirement construite d'un sujet et d'un prédicat. Ensuite, on les amène à ajouter du contexte, donc des cartons verts. Et là, il y en a qui vont les mettre avant le sujet,
après le prédicat, entre le sujet et le prédicat. Donc, on constate que ce carton-là, le complément de phrase, n'est pas obligatoire et il est mobile. Et ensuite, on passe à une autre activité où on demande de construire 2 phrases et de les relier à l'aide d'un carton rose. Et c'est là qu'on va avoir le principe de combinaison et qui va nous amener à nommer ce qu'est une phrase graphique. Alors, dans cette activité-là, on va formaliser, on va institutionnaliser un métalangage et des concepts dans une classe. La phrase syntaxique, elle est constituée obligatoirement d'un sujet et d'un prédicat et parfois un ou plusieurs compléments de phrase, comme dans « Le chef du village viking parle aux membres de sa tribu chaque soir ». C'est une phrase syntaxique. Si je la ponctue, si je mets une majuscule et un point, elle devient une phrase graphique. Mais une phrase graphique peut aussi être 2 ou plusieurs phrases syntaxiques à condition qu'elles soient combinées par un procédé, comme ici dans l'exemple, j'ai « parce que », c'est une conjonction de subordination, donc j'aurai une phrase subordonnée à la première. Mais c'est une phrase graphique parce qu'elle commence par une majuscule et qu'elle se termine par un point. Donc, dans cette activité-là, on a découvert ce qu'est une phrase syntaxique, ce qu'est une phrase graphique et on assoit, si on veut, les concepts de base et le métalangage. Mais évidemment, ça ne sera pas suffisant pour que les élèves vraiment réinvestissent tout ça en écriture. C'est là où les 2 autres dispositifs vont prendre une importance assez grande. Donc, l'activité de ponctuation négociée, c'est à la manière de la phrase dictée du jour. Et là, on va demander aux élèves de réutiliser dans l'analyse les concepts de phrases syntaxiques, phrases graphiques. C'est comme une situation de résolution de problème. Leurs connaissances implicites vont être émises, puis on va amener l'élève par un soutien, par un étayage à les rendre explicites. Et éventuellement, ça va servir à mieux ponctuer les phrases dans les textes. Alors, les élèves reçoivent, par exemple, dans une feuille comme celle-là ou un cahier, une phrase qui est non ponctuée ou un extrait de texte qui est non ponctué. Individuellement, ils vont replacer la ponctuation. On va ensuite mettre au tableau toutes les hypothèses. Donc là, c'est ce que vous voyez là. C'est un exemple d'un tableau. Germain désire plus que tout avoir un chien. Il y a quelqu'un qui a mis une virgule, puis il y a quelqu'un qui n'a rien mis. Alors, on va discuter de ça plus tard. Ensuite, ses parents refusent catégoriquement d'accueillir un animal. Il y a quelqu'un qui a mis un point, donc une majuscule après, et il y a quelqu'un qui n'a rien mis. Donc, vous voyez le principe. Et là, ensuite, on va négocier. Pourquoi j'aurais mis un point à cet endroit-là? Pourquoi j'en aurais pas mis? Qu'est-ce qui justifie une virgule à cet endroit-ci de la phrase? Et c'est là que le métalangage, le raisonnement grammatical va prendre la place de dans la conversation. Ça va devenir une résolution de problèmes collective, vraiment à la manière de la phrase dictée du jour. À la fin, on retient quelque chose ensemble. Qu'est-ce que vous voulez retenir de ce qu'on a discuté aujourd'hui, par exemple, puis on va le noter dans le cahier. Dans le troisième dispositif, ça s'appelle l'activité de combinaison de phrases libres. Ça fait très longtemps aux États-Unis, là, dans les années 60, il y a déjà des études dans les années 60 sur la combinaison de phrases, alors que chez nous, ça n'avait pas traversé la frontière. Le but ici, c'est vraiment de regarder la créativité syntaxique et de valoriser les différentes phrases qui vont être produites et l'effet que ça a sur un lecteur ou sur un texte. Donc, on se rapproche vraiment du contexte d'écriture. Donc, ça amène les élèves à produire des phrases qui sont plus élaborées, plus riches et évidemment, on n'oublie pas la ponctuation dans ce contexte-là. Alors, voici un exemple. Ça, c'est un exemple de phrase du primaire, mais il y a des phrases aussi qui sont adaptées pour le secondaire. On donne 3, 4, 5 phrases relativement courtes et répétitives. Et on demande aux élèves de prendre, par exemple, les P1 à P5 qui sont en haut et de les combiner en une seule phrase graphique. Donc, une seule phrase graphique pour contenir tous les éléments d'information des phrases initiales. Alors, plutôt que de répéter les cirques, les cirques, les cirques, les cirques,
Les élèves ont produit des phrases. Là, c'est des élèves de 6e année du primaire où ils ont combiné des prédicats. Ils ont utilisé, par exemple, le « en montrant », c'est devenu… Oups, pardon. Le « en montrant », c'est un participe présent. Donc, ils vont animaux rares et personnages étranges. Ils vont combiner, ils vont joindre 2 groupes du nom. Alors que dans la phrase B, c'est une phrase subordonnée relative. Les cirques qui montrent des animaux rares. Et donc, on regarde comment les élèves sont parvenus à combiner les éléments d'information et c'est ça l'objet de la discussion. Qu'est-ce qui s'est passé dans A et qu'est-ce qui s'est passé dans B? Les 2 sont bonnes, les 2 sont adéquates, les 2 sont normées. Laquelle on préfère? Pourquoi on utiliserait la phrase A ou pourquoi on utiliserait la phrase B? Donc, ça donne des outils aux élèves pour la réécriture de leur texte quand on regarde ces éléments d'information-là, comment on peut les combiner et comment on nomme les procédés de combinaison. Alors, quand on a terminé notre première recherche, on est en 2020 à peu près, on a rendu disponible tout notre matériel sur le groupe Facebook qui s'appelle « Dictée zéro faute, phrase du jour, combinaison de phrases et plus ». Donc, les cahiers pour les élèves, les affiches qu'on avait utilisées, les guides d'enseignants, tout était disponible. Mais on a entendu parler en discutant avec des gens qui disaient « Moi, je trouve ça super intéressant ». Mais quand je suis arrivée devant ma classe, il y a plein de moments où j'ai figé parce que je n'étais pas assez à l'aise avec le flou des fois ou avec les explications grammaticales. Juste l'exemple précédent, si on parle d'une subordonnée relative puis que c'est un enseignant de 6e année, je peux comprendre, comme ce n'est pas au programme les subordonnées, je peux comprendre que ça soit insécurisant ou déstabilisant d'aborder ces contenus-là avec les élèves. Alors, nous, on s'est dit, ça va peut-être prendre un peu plus pour vraiment accompagner les enseignants dans leur classe pour qu'ils aient une compréhension plus fine des savoirs, mais aussi des gestes professionnels qu'on propose. Et c'est là qu'est arrivé le projet qui est en achèvement présentement. Donc, une coélaboration d'une auto-formation numérique. On s'est joint à l'organisme Cadre 21 pour ce faire. Donc, c'était un organisme à but non lucratif, donc c'est gratuit. Et ça offre aussi des badges de reconnaissance pour reconnaître le temps de formation professionnelle, de développement professionnel. Donc, dans le cadre de la loi 40, on peut quand même avoir on peut témoigner de notre avancement à l'aide des badges. Alors, dans Cadre 21, il y a 4 niveaux. Le niveau explorateur où on apprend plus des savoirs et des contenus. Niveau architecte où on expérimente en classe. Le niveau virtuose où là, on va un peu plus loin que ce qu'on a appris puis qu'on développe soi-même des outils. Et finalement, le niveau leader où on accompagne d'autres personnes à mener, par exemple, ici, la séquence didactique. Dans notre cas, on est la première formation disciplinaire de Cadre 21 et ça nous a demandé on leur a demandé de réorganiser leurs principes parce que le niveau explorateur avec les 3 dispositifs, ça aurait été très lourd, ça aurait été très long et on jugeait que c'était peut-être pas adéquat pour le temps dont les enseignants disposent avant d'obtenir un badge. Donc, on a séparé 6 niveaux, 3 niveaux explorateurs, 3 niveaux architectes. Donc, qu'est-ce qu'une phrase? Je vais apprendre les notions de phrase syntaxique, phrase graphique, observer des gestes, comment je fais l'activité avec la manipulation avec mes élèves. Et ensuite, si on veut obtenir le badge architecte, on prouve qu'on l'a fait dans notre classe par des photos, par exemple, ou un témoignage d'élèves ou un exemple de cahier d'élèves complété. Ce qui est en rouge, c'est ce qui est en ligne depuis quelques jours. Et le reste d'explorateurs et architectes, ce sera pour le mois de janvier, mais ça s'en vient sous peu. Mais les personnes qui sont intéressées, je vais vous montrer comment vous inscrire, mais vous pouvez déjà tout de suite aller suivre la formation sur la première des activités.
Donc, la page ressemble un peu à ça. Pardon, le badge, enseigner la syntaxe et la ponctuation qui est remis. Donc, ça fonctionne par un système d'onglets. Et donc, chacun des onglets a été pensé en fonction de notre formation et de notre réflexion sur le développement professionnel. Alors, par exemple, pourquoi nous, on a choisi une auto-formation numérique? Le fait que ce soit asynchrone, ça permet une large diffusion, une accessibilité en tout temps, le respect du rythme aussi. Je pourrais décider de faire 1, 2 onglets. Après ça, j'ai plus le temps. J'y reviens 2 jours après. Donc, en fonction du rythme et de la disponibilité de chacun, autant pour le temps et pour le lieu, je pourrais en faire une partie à l'école, une partie à la maison, une partie à l'aréna. On connaît nos vies de fous. Alors, ça peut servir aussi en formation initiale et en formation continue. On pouvait ajouter aussi des activités interactives, des exemples de pratiques sur vidéo et on a eu on tenait à la reconnaissance du temps investi par le système de badge. Par contre, ça nous a demandé des compromis. Alors, dans l'équipe de recherche, on est habitué de donner des formations. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont déjà assisté à des formations dans des congrès ou dans des centres de services scolaires. On aime faire vivre nos activités aux enseignants. Donc, on distribue des enveloppes, les enseignants vont manipuler. On va vraiment essayer de faire vivre tout ça. Mais là, en auto-formation asynchrone, on n'a pas d'interaction avec les participants. C'est plus difficile d'avoir des activités qui créent des conflits socio-cognitifs et puis qui permettent la transformation de l'apprentissage de la structure mentale. On ne connaît pas la zone proximale des personnes non plus, donc on souhaite que ce soit suffisamment accessible, mais en même temps, quelqu'un qui n'aurait pas fait de syntaxe depuis son secondaire 3, peut-être que ça va sembler un peu poussé. Et on a dû aussi utiliser les exemples de pratiques sur vidéo à des fins illustratives, c'est-à-dire qu'on dit, par exemple, voici tel geste, voici un exemple dans une classe. C'est une façon d'utiliser les exemples de pratiques sur vidéo, qui n'est pas la seule, mais ça a été un compromis. Et donc, parmi les solutions qu'on a envisagées, on a construit des questionnaires en cours de formation pour permettre aux enseignants de réguler leurs apprentissages. Est-ce que je comprends bien, moi, la différence entre phrase graphique et syntaxique? Est-ce que je comprends bien les procédés de combinaison, de coordination, juxtaposition, subordination? Est-ce que je suis capable de vraiment comprendre tout ça? On a fait beaucoup d'outils aussi pour la planification, donc pour bien se préparer avant d'arriver en classe. Avec Cadre 21.1, il y a des questions réflexives à la fin de chaque niveau pour obtenir un badge et donc on donne de la rétroaction aussi, donc les personnes sont quand même soutenues. Et on a pensé aussi éventuellement pour des conseillers, conseillères pédagogiques que ça pourrait être une espèce de mode de formation inversé où les enseignants qui demanderaient une formation en syntaxe-ponctuation pourraient se faire dire, va suivre l'auto-formation numérique, puis le temps que j'aurais consacré à la formation, je vais te l'accorder en classe, on va co-enseigner pour les premières activités. C'est très rassurant d'être accompagné par quelqu'un. Nous, on l'a fait dans plusieurs classes et à chaque fois, ça a été très apprécié. Donc, juste pour vous donner un petit aperçu, niveau explorateur, qu'est-ce qu'une phrase? Donc, je vous ai montré un petit peu les onglets tantôt. On a une introduction sous forme de vidéo qui explique un peu l'ensemble de la séquence. On a des exemples aussi de comment on voit les élèves manipuler les différents cartons puis les réflexions qu'ils peuvent avoir. On a des parties plus théoriques sur les phrases avec des exercices de mise en application. Le déroulement de l'activité est tout organisé et illustré avec des extraits vidéo. Les enseignants qui ont participé au projet, on les a interviewés puis ils donnent des conseils sur comment bien se préparer. Ils donnent aussi des conseils sur l'importance des manipulations syntaxiques puis du métalangage. Et on offre aussi tous les documents à télécharger. Donc, les cahiers, les affiches, tout est là. Tout ce qu'on a conçu, tout est là, c'est gratuit. Et il y a des références pour des personnes qui voudraient aller plus loin.
Alors, par exemple, on a la vidéo explicative de la séquence, on a des extraits en classe. Là, je pense que je sais que je vais être serrée dans le temps, donc je ne vous montrerai pas d'extrait, mais ça vous donne quand même une idée jusqu'où on va. Des notions théoriques, puis on a un enseignant qui nous explique un peu comment il l'a compris quand on était dans sa classe, donc on a gardé l'extrait pour illustrer. On a les exercices de mise en application. Le déroulement de l'activité, les cahiers, guide de l'enseignant, l'entrevue, encore une fois, un exercice et les questions. Ça, ce n'est pas une surprise. Les questions pour obtenir le badge. On demande quelles notions syntaxiques se clarifient à la suite de cette formation. Donc, comment vous comprenez les contenus grammaticaux ou syntaxiques. Comment vous envisagez de mettre en œuvre les contenus de la formation dans votre enseignement de la syntaxe et de la ponctuation? Donc, est-ce qu'il y a des bouts que vous prenez, que vous ne prenez pas? Comment vous envisagez réinvestir ça dans vos pratiques enseignantes? Et finalement, quel impact sur l'apprentissage de la syntaxe et de la ponctuation et sur l'engagement de vos élèves on peut anticiper? Donc, qu'est-ce qui vous permettrait de dire que oui, ça va être vraiment efficace pour les savoirs de mes élèves, pour le transfert en écriture? Alors ça, c'est les 3 questions à répondre et pour lesquelles vous recevez une rétroaction en même temps que votre badge. Et vous pouvez amener votre badge à votre direction d'école. Là, je vais montrer seulement quelques extraits, mais pour la ponctuation négociée, ce qui va s'en venir au mois de janvier, on a ajouté une capsule vidéo sur comment les élèves s'y prennent pour ponctuer des textes. Donc, comme si on était dans la tête d'un élève. On a regardé construit des exercices, encore une fois, des notions théoriques sur la ponctuation, sur aussi les relances, comment j'anime en classe les différentes activités. On a fait aussi des capsules vidéo sur notre méthode 1, 2, 3, 4 qui s'est avérée très, très utile. On a utilisé cette méthode-là auprès de… On l'avait un peu découverte dans la classe d'une participante de notre première recherche, puis on l'a vraiment bonifiée. Donc, il y a une capsule vidéo qui explique de façon volontairement complexe, parce que souvent, les capsules vidéo, ça marche sur des phrases simples, simples, simples. Mais quand on arrive dans nos textes, on n'est plus capable d'analyser, alors que là, ici, ce sont des phrases difficiles et on voit que la personne s'en sort quand même et fait volontairement des erreurs. Et là, on voit la puissance des manipulations syntaxiques. Donc, on a une capsule pour le primaire, une capsule pour le secondaire. Et on a aussi une illustration des 15 gestes qu'on a un peu formalisés pour rendre cette activité-là vraiment efficiente, parce qu'il y a une différence entre, par exemple, donner un texte à ponctuer, les élèves mettent la ponctuation, puis ensuite, comme enseignant, je dis, ben ici c'est bon, ici c'est pas bon, ici c'est bon, ici c'est pas bon, puis voilà la réponse. Fin de l'histoire. Je pense que ça n'aura pas autant d'impact que si on accorde le temps nécessaire à la réflexion, si on écoute les propos des élèves, si on demande aux élèves d'expliciter leur raisonnement, puis on implique les autres, mais pas trop rapidement. Demeurer neutre quand j'accueille les réponses pour ne pas sous-entendre que, ben oui, c'est la bonne réponse ou non, c'est pas ça du tout. Donc, on a vraiment, ça ressemble vraiment aux gestes qui sont liés aux dictées métacognitives, mais elles s'appliquent aussi à la syntaxe et à la ponctuation. Donc, je passe rapidement aussi sur la combinaison de phrases, où, encore une fois, là, on avait plusieurs notions théoriques, exercices, vidéos. Donc, par exemple, on est allé même au-delà de ce que les enseignants avaient besoin pour vraiment comprendre comment s'y prendre. Alors, on se disait quand, tu sais, vous avez vu tout à l'heure, il y avait les 5 phrases, puis on en a choisi 2 pour analyser. Bien, si j'analyse ces 2 phrases-là, j'ai fait comment pour les choisir tu sais, avec mes élèves? Donc, on a questionné des enseignants pour leur demander comment tu fais, toi? On les a filmés avec leur cahier en train de le faire, puis on a dégagé des constats en se disant, bien, ça pourrait être utile. Ça fait partie des freins probablement qui font que si je ne sais pas trop où je m'en vais, bien, je risque de moins transférer dans mes pratiques ce genre d'activité-là.
Donc, on entend les enseignantes qui nous expliquent aussi avec des extraits vidéo comment elles s'y prennent pour choisir les phrases. Alors, entre le premier projet puis pendant la coélaboration de l'auto-formation, ça nous a permis d'ajouter des documents puis d'ajuster ce qui était déjà disponible. Ça nous a permis de rédiger des textes descriptifs, explicatifs sur les notions syntaxiques. On a fait plusieurs tournages en classe, puis on a sélectionné des extraits qui s'avéraient, selon nous, pertinents. On a réalisé des capsules pour modéliser les activités. Et ben, comme dans la vie, chacun son métier, nous, on n'est pas des graphistes. Hein? Au début, la méthode 1, 2, 3, 4, ça avait l'air de ça. Puis là, maintenant, ça a l'air de ça. On s'est comme donné une identité visuelle grâce à un graphiste. Et ben, un peu le même principe, là, notre tableau de procédé des combinaisons, c'est vraiment, il était un peu complexe et il est devenu non seulement plus joli, mais vraiment mieux organisé, mieux pensé. Les enseignants nous ont vraiment aidés à mieux organiser les informations. Donc, quand on l'ouvre, il y a le métalangage au primaire qui apparaît là, quand on glisse la souris, des explications grammaticales un petit peu plus poussées aussi dans ce tableau-là. Donc, ça vous donne une idée du travail qui a été entrepris. Pour la suite, une fois que les niveaux explorateurs vont être en ligne, bien, il y a le niveau architecte où là, comme j'ai expliqué tantôt, les enseignants vont devoir mettre en œuvre et mettre en application dans leur classe. À partir des outils au début qu'on fournit, là, on parlait d'un cahier pour l'élève tantôt. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. C'est vraiment pour faciliter votre transition, votre expérimentation pour que ça soit pas, qu'on n'ait pas tout à construire d'un coup. Ensuite, le niveau innovateur, si vous voulez créer vos propres activités, on a une enseignante qui a fait le cahier une année. Puis après ça, elle a dit, ben moi, je vais aller avec mes situations d'écriture que je fais habituellement. Donc, elle a fait ses propres phrases, ses propres activités. On a d'autres enseignantes qui ont travaillé des cartons pour enseigner la subordonnée relative. C'est génial. Donc, on veut voir vos innovations et vos développements. Et si vous êtes CP, si vous êtes un enseignant expérimenté, vous pourriez aussi accompagner des collègues, faire du co-enseignement en classe, leur faire découvrir tout ça. Et ça serait à ce moment-là le niveau leader. Alors, pour des CP, par exemple, on en a parlé un petit peu tantôt, ça pourrait être le principe de classe inversée. Donc, tu suis l'auto-formation, puis je viens faire les activités avec toi dans ta classe. Donc, pour certaines personnes, ça peut être intimidant, mais pour l'avoir fait souvent, c'est tellement agréable. C'est du co-enseignement, c'est de la réflexion collective. Donc, ça devient vraiment très intéressant. Et on pourrait aussi exploiter les exemples sur vidéo de façon interprétative, c'est-à-dire qu'on pourrait regarder des vidéos collectivement et dire qu'est-ce qu'il y a dans cet extrait-là qui semble pertinent, qui semble intéressant? Est-ce qu'on peut l'associer à un geste? Pourquoi ce geste-là serait plus porteur qu'un autre, par exemple? Qu'est-ce que ça crée dans la classe? Quel est l'effet sur l'apprentissage des élèves? Donc, ça peut aussi être un outil utilisé de cette façon-là en accompagnement de développement professionnel. Alors, s'il y en a qui veulent s'inscrire, sur le site Cadre 21, il faut absolument utiliser son adresse institutionnelle pour que ce soit gratuit au Québec et au Canada. Donc, si vous mettez votre Gmail, ça ne fonctionnera malheureusement pas. Là, ils vont vous faire payer. Donc, vous allez sur le site et ensuite, vous pouvez aller cliquer sur l'auto-formation. Il en existe une quarantaine sur ce site-là. Donc, ça peut aussi être un début pour votre développement professionnel. Alors, je vais m'arrêter là-dessus. Je voulais quand même vous présenter l'équipe avec qui je travaille. Donc, la séquence didactique, elle a été élaborée par Marie Nadeau, Carole Fischer, qui sont maintenant retraités, avec Rosiane Arsenault et Claude Quévillon-Lacasse. Donc, voilà, j'ai les références aussi, mais c'est toujours écrit très petit, ces affaires-là. Donc, je vais arrêter mon partage et je remonterai des diapositives s'il y a des questions.